Le moment où la capsule Orion revient sur Terre est le plus critique de toute la mission, plus que le lancement, l'orbite lunaire ou les manœuvres en espace lointain. Rentrée. Car après des jours, voire des semaines, de voyage dans le vide spatial, la capsule doit affronter quelque chose de bien plus violent que le vide. L'atmosphère terrestre. Se déplaçant à plus de 30 700 km/h, soit plus de 25 fois la vitesse du son, Orion percute la fine couche d'air supérieure et, en un instant, se retrouve enveloppé dans un cocon de plasma. La température extérieure dépasse celle de la lave. Elle dépasse même la surface de nombreuses étoiles. Et pendant quelques longues minutes de silence, toute communication disparaît. La capsule se transforme en fantôme, tombant seule dans un tunnel de feu. Mais même avec toute cette technologie, les boucliers thermiques, les ordinateurs de guidage, les parachutes, ce processus exige une précision absolue. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Pas un seul degré d'angle, pas une seule seconde de synchronisation ne peut être erronée. La mission pourrait être idéale dans l'espace. Ces systèmes peuvent fonctionner parfaitement pendant des jours, effectuant des ajustements orbitaux, des vérifications des systèmes de survie et des calculs de navigation. Mais c'est lors de la rentrée atmosphérique que tout se produit simultanément. Vitesse extrême, chaleur extrême, marge d'erreur minimale. C'est précisément pourquoi ce moment est considéré comme le plus délicat de tout le voyage. Pour comprendre cela, il faut visualiser ce qui se passe réellement. Orion ne tombe pas simplement sur Terre comme beaucoup l'imaginent. Ce n'est pas comme une pierre qui tombe d'un immeuble. Non. Orion vient de l'espace lointain, d'une trajectoire qui l'a fait passer autour de la Lune, à des centaines de milliers de kilomètres de distance. Elle a accumulé une vitesse gigantesque, non seulement grâce à ses propres moteurs, mais aussi grâce à l'attraction gravitationnelle de la Terre et de la Lune. Lorsqu'elle atteint le sommet de l'atmosphère, elle se déplace plus vite qu'une balle, plus vite qu'un météore. Et contrairement à un avion, il n'y a pas de frein moteur. Il n'y a pas de seconde chance. Vous ne pouvez pas faire demi-tour et réessayer. Tout dépend de la manière dont la capsule pénètre dans l'atmosphère dès la première tentative. Ce processus commence bien avant que l'on ne voie le moindre incendie. À des centaines de kilomètres au-dessus de la surface, la capsule doit s'aligner parfaitement pour atteindre ce qu'on appelle le couloir de rentrée atmosphérique. Il s'agit d'un chemin invisible, extrêmement étroit, défini par des calculs précis, effectués pendant des heures sur des ordinateurs de bord et des stations au sol. Imaginez un fil tendu à travers le ciel, et la capsule doit atteindre ce fil à une fraction de degré près. Si l'angle est trop prononcé, trop direct, la compression de l'air augmente considérablement. La capsule plonge trop profondément, trop vite. La chaleur monte rapidement, submergeant même les meilleurs boucliers thermiques. Les astronautes à l'intérieur subiraient des forces G écrasantes et la structure pourrait s'effondrer. Si l'angle est trop faible, c'est l'inverse qui se produit. La capsule rase la haute atmosphère comme une pierre plate glissant sur un étang. Il ne ralentit pas suffisamment. Au lieu de pénétrer dans l'atmosphère, il pourrait littéralement rebondir dessus et retourner dans l'espace. Oui, comme un caillou qui ricoche sur l'eau. Ceci n'est pas une théorie. Il s'agit de véritables phénomènes physiques se produisant à une vitesse extrêmement élevée. Et une fois que vous rebondissez, vous vous trouvez sur une nouvelle trajectoire. Une planète qui pourrait ne pas revenir sur Terre pendant des jours, ou qui pourrait vous entraîner plus tard dans une rentrée atmosphérique beaucoup plus abrupte et beaucoup plus dangereuse. Par conséquent, ce moment est calculé avec une précision millimétrique. Les ingénieurs l'appellent l'angle de la trajectoire de vol d'entrée. Et pour Orion, il est généralement d'environ 5 degrés à 6 degrés. Un simple écart, et c'est la différence entre un retour sain et sauf et une catastrophe. Imaginez maintenant l'étape suivante. La capsule commence à rencontrer les premières couches de l'atmosphère, si fines qu'on pourrait encore parler de vide, mais suffisamment épaisses pour déclencher la réaction en chaîne. Voici une idée fausse courante. La chaleur n'est pas principalement due au frottement. L'air devant Orion ne peut pas s'écarter assez vite. Elle est comprimée avec une telle force que sa température monte en flèche. Chauffage par compression et non par friction.
Les molécules d'air sont projetées les unes contre les autres, avec une telle violence qu'elles se brisent, perdent des électrons, et se transforment en un gaz surchauffé et chargé électriquement. C'est du plasma. À ce stade, l'air se transforme en plasma, une sorte de quatrième état de la matière qui enveloppe complètement la capsule. C'est ce qui crée cette lueur intense, presque comme une boule de feu descendant du ciel. Vue du sol, si vous avez la chance de l'apercevoir, on dirait un second soleil qui se couche. Mais de l'intérieur de la capsule, les fenêtres sont recouvertes de volets de protection. Les astronautes ne peuvent pas voir le feu. Ils ne ressentent que les vibrations, la décélération qui les plaque contre leur siège, et ils doivent faire confiance aux machines. Mais le plus impressionnant, c'est que ce plasma crée une barrière invisible. Les signaux radio ne peuvent pas passer. Le gaz ionisé qui entoure la capsule absorbe ou réfléchit les ondes électromagnétiques comme un mur solide, et alors il se produit quelque chose de curieux. Pendant quelques minutes, généralement entre 4 et 6 minutes, Orion est complètement isolé. Aucune communication avec la Terre, aucune transmission de données, aucune confirmation extérieure de ce qui se passe. Non, Houston, tout va bien. Aucune voix, aucune télémétrie, rien. Ce moment est connu sous le nom de coupure totale des communications. Et bien que la situation semble tendue, imaginez-vous à l'intérieur, sachant que personne au monde ne peut vous entendre alors que vous êtes enveloppé par les flammes. C'est déjà tout à fait prévisible. Chaque vaisseau spatial qui rentre dans l'atmosphère après une longue période spatiale subit ce phénomène. Apollon l'a fait. Le vaisseau russe Soyouz. Oui. La capsule Dragon de SpaceX. Oui. Orion ne fait pas exception. Tout avait été prévu pour que la capsule continue de fonctionner de manière autonome. Les ordinateurs de bord, protégés contre les radiations et la chaleur, continuent de fonctionner. Ils guident le vaisseau spatial, corrigeant sa trajectoire par de minuscules impulsions de propulseurs, maintenant ainsi tout dans des paramètres idéaux. Les astronautes ne sont pas passifs. Ils surveillent les écrans, prêts à prendre le contrôle manuel si nécessaire. Mais en pratique, les ordinateurs sont plus rapides et plus précis que n'importe quel être humain. Alors ils attendent. Ils écoutent le silence. À l'extérieur, la température peut dépasser 2700 degrés annoncés, soit environ 4900 degrés d'avant. Une chaleur suffisante pour faire fondre la plupart des matériaux connus. L'acier se vaporise à la moitié de cette température. Le tungstène, métal ayant le point de fusion le plus élevé, se ramollirait et céderait. Seule une poignée de composés exotiques peuvent survivre. Et c'est là qu'intervient l'une des inventions les plus importantes de l'histoire de l'humanité, le bouclier thermique. La base de la capsule Orion est équipée de l'un des systèmes de protection thermique les plus avancés jamais créés. Il s'agit de l'AFCOAT, un matériau dérivé du programme Apollo, mais considérablement améliorée. Mais le plus intéressant, c'est qu'elle ne fonctionne pas comme une simple barrière. Elle ne cherche pas à résister à la chaleur en étant résistante. Il a été conçu, au contraire, pour se sacrifier. Couche après couche, le matériau s'use, absorbant et dissipant l'énergie thermique. Ce procédé est appelé ablation. À mesure que la surface extérieure se carbonise, fond et se détache, elle emporte avec elle la chaleur intense, comme la sueur qui s'évapore de la peau. Tandis que l'extérieur se détériore lentement, perdant des centimètres de matière par seconde, l'intérieur reste suffisamment froid pour être touché. C'est une stratégie astucieuse. Au lieu de lutter contre la chaleur, la capsule gère cette énergie. Elle permet à la chaleur de détruire le bouclier, mais ce dernier est conçu pour être détruit de manière contrôlée. Les gaz résiduaires et les particules carbonisées s'échappent derrière la capsule, créant une traînée lumineuse, visible à des centaines de kilomètres. Et cela doit fonctionner parfaitement, car tout se déroule en quelques minutes. Du premier contact avec l'atmosphère jusqu'au moment où le plasma disparaît, moins de 10 minutes s'écoulent. Pendant ce temps, le bouclier thermique doit absorber et dissiper plus d'énergie qu'une centrale électrique n'en produit en une journée. Si une simple fissure se forme, si un seul morceau se détache trop tôt, la structure en aluminium sous-jacente s'enflammerait comme du papier. Au fur et à mesure qu'Orion traverse l'atmosphère, sa vitesse commence à chuter de façon spectaculaire.
De plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par heure, sa vitesse diminue à Mach 10, puis à Mach 5, puis devient subsonique. Le plasma disparaît. La panne de courant prend fin. Les signaux radio reviennent, et les premiers mots qui sortent de la capsule sont souvent un simple « Houston »,« Orion »,« Vérification radio », prononcé avec soulagement. Vient ensuite le moment de la phase critique suivante, l'ouverture des parachutes. Mais cela ne se produit pas d'un coup. Il y a une séquence chorégraphiée, comme un ballet dans le ciel. On déploie d'abord de petits parachutes, appelés parachutes de freinage. Elles ne mesurent que quelques mètres de diamètre, mais elles contribuent à stabiliser la capsule, réduisant ainsi les violentes oscillations susceptibles de blesser l'équipage. Pendant une trentaine de secondes, les parachutes de freinage traînent la capsule, la ralentissant davantage jusqu'à une vitesse gérable. Ensuite, les parachutes principaux entrent en jeu. Ce sont des structures énormes. Chacune d'elles est aussi large qu'un terrain de basket est long, conçu pour résister à des forces énormes. Orion possède 3 parachutes principaux, mais il est conçu pour atterrir en toute sécurité avec seulement 2. Elles s'ouvrent par étapes, grâce à des lignes de ris qui contrôlent la décélération progressive. Si elles s'ouvraient toutes en même temps, la secousse soudaine pourrait déchirer la capsule. Et il est impressionnant de constater qu'en quelques minutes seulement, la capsule passe d'une vitesse absurde, défiant les lois de la physique, à une descente relativement douce. Les forces G passent de 8 ou 9 fois la gravité terrestre, inconfortable mais supportable, à seulement 2 ou 3. Les astronautes peuvent à nouveau respirer normalement. Ils peuvent regarder par les fenêtres, si les volets sont ouverts, et voir l'océan s'étendre sous leurs yeux. Maintenant que les parachutes sont entièrement déployés, Orion approche de la surface. Sa destination finale est l'océan, généralement dans une zone prédéfinie au large des côtes de la Californie ou de la Floride. On parle d'amérissage forcé, mais il ne s'agit pas d'un crash. Il s'agit d'une chute contrôlée dans l'eau, et les équipes sont déjà en place. Navires, hélicoptères, plongeurs, personnel médical, tous synchronisés pour le moment précis de l'arrivée. Ils suivent la capsule depuis des heures, prédisant sa zone d'atterrissage avec une précision étonnante, souvent à quelques kilomètres près. Et puis se produit l'impact avec l'eau, contrôlé, calculé. Le résultat de cette séquence parfaite de angles, de couches ablatives, de plasma, d'extinction, de dérive et de moteurs principaux, et la capsule atteint l'océan à environ 35-12 km/h, soit à peu près la vitesse d'une voiture dans un quartier résidentiel. L'eau amortit le choc. La capsule oscille 1 fois, 2 fois, puis se stabilise. Les équipes de secours s'approchent par bateau, fixent un collier de flottaison pour éviter le naufrage et ouvrent l'écoutille. Les astronautes émergent, clignant des yeux au soleil, respirant l'air frais de la mer pour la première fois depuis des semaines. Ce n'est qu'à ce moment-là que la mission pourra être considérée comme véritablement accomplie avec succès. Il est impressionnant de réaliser qu'après avoir parcouru des milliers de kilomètres dans le vide spatial, après avoir orbité autour de la Lune, après avoir traversé le vide où aucun être humain n'était allé depuis un demi-siècle, le moment le plus technique et le plus exigeant survient tout à la fin. Le lancement est violent et spectaculaire, mais il est aussi bref et largement automatisé. L'orbite lunaire est sereine, presque paisible, mais la rentrée atmosphérique est une bataille contre la planète même qui nous a donné la vie. Car le retour sur Terre ne se résume pas à une simple descente. Il s'agit d'affronter l'atmosphère aux limites de la physique. Il s'agit de transformer la vitesse en chaleur et de la contrôler avec une extrême précision. Et chaque seconde de cette rentrée atmosphérique représente des années d'ingénierie, d'essais, de simulation et d'évolution technologique. Le bouclier thermique a été testé à lui seul dans des jets d'arc simulant l'environnement plasma, soufflés dans des souffleries coûtant des centaines de millions de dollars. Les parachutes ont été largués des dizaines de fois depuis des ballons à haute altitude. Les algorithmes de guidage ont été exécutés à travers des millions de simulations, incluant tous les modes de défaillance possibles. Et lorsque Orion entame son retour, tout cela se déroule sans aucun ralenti pour ceux qui se trouvent à l'intérieur. Seul le grondement de l'atmosphère, le frémissement du bouclier, le bip discret de l'ordinateur
et la décélération lente et régulière qui les plaquait sur leur siège. C'est une complexité gigantesque qui se cache derrière une image simple, presque ancestrale. Une capsule tombant du ciel, laissant une traînée de feu, puis déployant des voiles blanches, puis flottant dans un océan bleu. Cette image est le fruit de tout ce que nous avons appris sur les vols spatiaux, et elle représente, sans aucun doute, la partie la plus délicate, la plus belle et la plus terrifiante du voyage.